Ça va être impossible. C'est pas possible. Et surtout que ça, c'est pas très Walking Dead. Parce que les zombies ne parlent pas. Ah, il faut sous-titrer sinon. Ah oui, il faut. T'imagines, t'es figurant, je fais ça, puis ça va être l'angoisse. Voilà. Donc, bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle d'après la fin. Enfin, on est dans l'étape après, quand on est zombie. En prenant... qui parle du présent, en prenant les zombies comme point de non-retour. Voilà, je m'appelle Raphaël Charrier, toujours bel et bien vivant et pasteur à Grenoble. Mathieu Girald, pasteur à Etup. Tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Comment ça va, Raph, depuis la semaine dernière? Écoute, ça va. Je me suis désombifié du jet lag. Par contre, je pense que toi, tu dois bientôt être à Zombieland. Et ça va pas tarder à venir si tu n'y es pas encore. Non, ça va. Il est sympa, mais c'est vrai que je pense que Léon peut me zombifier assez vite. C'est ça. Excellent. Et pour l'instant, ça va. Ouais, bon. Alors, aujourd'hui, on aborde une série très connue, peut-être une des séries les plus Memento Mori, parce qu'on est même au-delà du Memento que tu es Mori, en fait. C'est que tu es déjà mort. C'est The Walking Dead. Yes, The Walking Dead. Série que j'ai commencé il y a quelques temps, et puis là je suis bien avancé. Mais avant, je me rappelle une fois, il y a pas longtemps, un mec de mon église me demandait mais comment tu fais pour voir tous ces films? Et en fait, j'avais pas de réponse. Ma réponse maintenant c'est j'avais pas d'enfant. c'est ça mon gars. Ah, quand t'as pas d'enfant, t'as du temps mon gars. Ouais, tu réalises tout le temps que t'avais. Ouais, c'est ça. Tu le réalises que quand tu l'as plus. Mais c'est donc une série qui a commencé il y a quelques années maintenant. Et c'est vrai qu'il est assez populaire. Donc créé par AMC. Le plot en 2 secondes, c'est quoi? On commence avec un personnage, Rick Grimes, qui est policier, qui va tomber dans un coma suite à une interpellation qui tourne mal. Et puis quand il se réveille, en fait, il est dans un hôpital abandonné. C'est 28 jours plus tard. Ouais. Et puis... On a fait une double référence. Ouais. En même temps, pas mal. Bref. Hôpital abandonné. Et puis il se rend compte qu'il y a des zombies, quoi. Bon, au début, il comprend pas trop que c'est des zombies, tout ça. Ouais. Bref, on est assez vite dans le truc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une épidémie mondiale, apparemment. Après, on comprend un peu mieux, mais une sorte de virus où on sait pas encore. Et puis, il y a plein de zombies dans la rue, quoi. Ouais. Et donc, on va suivre ce Rick Grimes, qui est un peu le personnage le héros principal de la série, qui va retrouver sa famille et puis le petit groupe avec lequel il est. Puis on va suivre la vie de ce groupe qui évolue bien sûr au fur et à mesure des saisons. Et donc c'est l'histoire de la survie de ce groupe dans un monde de zombies. Voilà, donc c'est une série d'horreur. C'est du genre horreur. Alors, c'est là que c'est intéressant, tu vois. Non, parce que je pense que c'est moins de 16 déjà. Tu penses que c'est moins de 16 ? Je pense que c'est moins de 16. Et il faut quand même prévenir les auditeurs que, voilà, ah oui, il faut prévenir les auditeurs. Etc. T'es exposé quand même à des choses gore. Hein. Toi, t'es habitué à ça, mais c'est gore, mon gars. Oui, c'est gore. Alors, moi, tu vois, je trouve ça moins choquant que des trucs réalistes. Voir quelqu'un se faire manger par plein de zombies, c'est quand même gore. Voir les tripes à l'air et tout ça, tu vois, quand même, je pense que... Oui, bien sûr. Ça peut choquer. Ouais. Ça peut choquer. Si t'as peur du sang, regarde pas Walking Dead. Ouais. Si t'es en train de manger, ne regarde pas Walking Dead. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ça pose la question, en fait. Ne regarde pas Walking Dead. Mais c'est vrai qu'après,
Non, on Moi, il y n'est a pas tous vraiment... sensibles. Voilà, c'est ça. Il y a peu de Même scènes chose. qui m'ont vraiment dérangé. Il y en a où je me suis dit, ouais, c'est chaud. Et en fait, les scènes qui dérangent, c'est pas quand. C'est pas par rapport aux zombies, c'est par rapport aux humains. Ouais. Et ça pose une question, en fait, qui est une des premières questions du film. C'est quoi le statut de la série? C'est quoi le statut des zombies? Comment Ouais. considérer les zombies? Quelle catégorie socio-professionnelle avec qui tu les ranges, quoi. C'est ça. Ouais. Mais et ça pose la question plus généralement de c'est quoi l'être humain? Exactement. Mais tu vois, assez vite, ils ont du mal à les catégoriser. Est-ce que c'est encore des êtres humains? Ouais. Est-ce que c'est Avec... grave de les tuer, tu vois? Est-ce que c'est mal, éthiquement? Et tu vois, dans la deuxième saison, alors, spoiler. Ouais, parce que moi, j'ai vu... Alors, j'avais commencé et j'avais arrêté parce que au bout d'un moment, ça m'a lassé. Et j'étais quand même un peu... Ouais, tu vois, le côté hyper gore pour du gore. J'avais l'impression, voilà, je me sentais pas super à l'aise de regarder ça. Ok. Mais tout de suite, je me suis dit, sur les questions que ça pose, c'est pour ça que j'ai dit tout de suite oui sur ta proposition. Parce que je me suis dit, oui, effectivement, les questions que ça pose sur ce qu'est l'humanité, ce qu'est l'homme, c'est très intéressant. Je trouve, j'ai du mal à expliquer ce délire avec les zombies. Oui. D'où il vient, je trouve je pense qu'il y a un côté psychanalytique, tu vois, dans notre façon de mettre toujours ça en scène, d'interroger. Et bref, et en tout cas, moi j'ai dû regarder, je crois, une saison. Okay. Peut-être 1 ou 2 épisodes de la deuxième, mais voilà, tu vois, je me suis arrêté. Parce que après, quand su aussi que pareil, moi, c'est quand je sais que ça va partir sur 20 saisons, je craque. Mais 2 enfants. Alors, on va spoiler. Moi, je vais spoiler. 2 enfants, tu vois, dans le truc. Ouais, 2 enfants. 2 enfants, c'est mort. Mais à la deuxième saison, donc si vous n'avez pas vu et que vous voulez voir, arrêtez. À la deuxième saison, le groupe arrive dans un endroit où il est accueilli par une famille. Et le père, donc il va devenir aussi un personnage pendant quelques saisons. On apprend plus tard qu'il a gardé ses proches qui se sont zombifiés, tu vois. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est encore des êtres humains. Et donc, il refusait de les tuer. D'accord. Et il y a quelques personnages comme ça qui reviennent de temps en temps, qui refusent de voir leurs proches, de tuer leurs proches. Et tu vois, il y a des zombies. Ouais. C'est ça. Il y a un gars qui veut pas tuer sa femme qui est devenue un zombie. Il y a un gars qui veut pas tuer sa fille qui est devenue un zombie. Et il les considère toujours en fait comme ce qu'ils étaient, en sachant qu'ils sont plus du tout qui ils étaient. C'est des bubs tout sentimentalistes et fragiles, quoi, dans un monde de zombies. C'est un peu ça. Ouais. Mais ça pose vraiment la question. La première question, c'est quoi l'être humain? À partir de quand on n'est plus humain? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on est humain? Excellent. Et au niveau anthropologique, c'est super intéressant comme série, parce que ça pose la question de 2 sens. Le premier sens, le premier axe, c'est par rapport aux zombies. C'est genre, qu'est-ce que c'est d'être un humain quand tu parles plus, apparemment tu penses plus, quand tu fais que marcher et manger des gens. Effectivement. Quoi ressemble Vis ma vie de zombie. C'est ça. Mais aussi, qu'est-ce que c'est d'être un humain quand tu es de l'autre côté? C'est-à-dire, là encore, il y a 2 axes. quand tu es face aux zombies, tu veux dire? Quand tu es face aux zombies, ouais. Il y a plusieurs questions qui se posent. Pourquoi la vie vaut-elle le coup d'être vécue? Ouais. En gros, est-ce que survivre, c'est vivre? Et 2, qu'est-ce qui fait que je suis humain par rapport à la morale? Et là,
il y a une question, pas par rapport aux zombies, mais de pas devenir un monstre. Ouais. Et il y a une très grande question morale, et que je trouve c'est assez fort dans la série. C'est, est-ce qu'on continue à être des gens bons, comme dirait Guillaume? Ouais. Est-ce qu'on continue à être des gens bons alors qu'on fait des choses mal, par nécessité, par pragmatisme, par survie, tout en voulant se justifier de faire ces choses et en disant oui, mais on n'est quand même pas comme les autres. C'est ça. Est-ce que le code moral que tu avais avant cet apocalypse-là, une fois que tout part en live, est-ce qu'il a toujours un sens dans un monde où tu dois survivre et où tu dois faire des choses horribles pour survivre, quoi? Absolument. Et ça, c'est exemplifié à fond avec le personnage principal, donc Rick Grimes, qui était shérif. C'est le frère de Golden Grimes. C'est son les cousin. Céréales. Ok. Et donc, il était shérif. Et il perd, il a plus de raison d'être shérif, il est plus rien en fait, tu vois, c'était qui il était avant. Il représente plus la loi, quoi, la société. Il représente plus la loi, et puis il a plus ce rôle-là. Ouais. Les seules choses qui lui restent, c'est son chapeau qu'il finit par donner à son fils, qui le distinguait, et son pistolet. Mais son pistolet, maintenant tout le monde a une arme, et tout le monde est hors la loi, entre guillemets. Et en fait, c'est un monde sans loi. Donc on se pose la question, comment définir la moralité et comment définir ce qui est bon dans un monde sans loi. Et ça, c'est hyper fin, je trouve, dans la série, tu vois. Surtout que les bandes sont confrontées à d'autres bandes avec d'autres pratiques, et souvent les lignes sont floues, tu vois, les limites sont floues. Ouais, c'est ok, excellent. Mais c'est comme d'habitude, tu fais pas, je sais pas combien, il y a 8 saisons sur des zombies. Hein. Au début, il y a beaucoup de zombies, après, il y a moins de zombies. En fait, comme d'habitude, ça devient un prétexte. La série, c'est le cadre, c'est le contexte, mais la série, elle est sur les êtres humains. C'est comme si tu regardes Lost. C'est pas une série sur la survie d'abord, c'est d'abord une série sur un groupe. Ouais. Et là, c'est pareil. Donc, les questions que pose le film, c'est par rapport à la vie, mais toutes les questions, elles se posent par rapport à ceux qui sont vivants et pas ceux qui sont déjà morts. Ceux qui sont déjà morts, les questions sont assez vite évacuées. Ouais. Et on se rend compte que ce qui faisait qu'ils étaient humains a disparu. Ouais. Mais il reste la question, est-ce que ce qui faisait que la vie est la vie est resté pour ceux qui sont encore en vie? Ok. Et est-ce qu'il y a un possible après? Est-ce qu'il y a une vie possible dans ce monde-là? Et moi, je trouve ça assez fin comme réflexion, la manière dont c'est écrit. Les personnages aussi sont très intéressants. Après, il y a des questions périphériques. Pour moi, tu vois, la religion est assez périphérique. Ouais, je me souvenais plus. Il y a de la religion dedans. Ça arrive tard. Ouais. C'est assez caricatural. C'est assez caricatural. Alors, ça arrive avec deux personnages principaux, toujours ce même homme qui refusait, tu sais, de tuer sa famille. De tuer sa famille. Qui lui est présenté comme quelqu'un de religieux et qui va garder une espèce de sagesse tout au long tout au long des saisons, et après jusqu'à ce qu'il se fasse bouffer. C'est ça, non? Non, il se fait pas bouffer. Ah mince. Il se fait couper la tête. Effectivement, c'est très fin. Le mec, il invente les trucs philosophiques, tu sais, en fait, bim, mec, allez hop, next. Et mais tu vois, ça pose la question, à quoi ça sert d'être bon dans un monde mauvais? Tu vois? Si à la fin, tu vas te faire buter parce que t'es bon. Et c'est une vraie question, et c'est la question aussi de 1 Pierre, tu vois. Dans un monde où tu te fais taper parce que t'es gentil, à quoi ça sert d'être gentil? Le mec, il a top bossé 1 et 2 Pierre. Ah, mais je suis dedans, là. 8 épisodes, il y a 1 Pierre, tu sais. Il y a 1 Pierre ou 2 Pierre, tu vois.
Attends, on vient de finir un Pierre la semaine dernière et là on attaque deux Pierre. Enfin Excellent. non, oui, bon, ce sera un peu différent pour Ouais, quand ouais. ce sera diffusé. Mais voilà, et puis après il y a un autre personnage qui est un prêtre en fait. Et là c'est assez intéressant et je trouve que les questions sont très intéressantes, elles sont assez mal traitées. C'est un peu caricatural. Ouais. Les questions sont très intéressantes parce que ce mec-là, je spoil encore, on apprend que il est rongé par le remords parce qu'il a refusé l'entrée de ses paroissiens dans l'église alors qu'ils étaient en train de taper et être entourés par les zombies et qu'ils se sont fait tous bouffer à l'extérieur pendant que lui il était tout seul à l'intérieur. Ok. Et donc le mec est rongé par le remords et il y a la question d'une espèce de pénitence ou de comment est-ce que Dieu va me pardonner, comment Dieu va me pardonner, mais c'est assez bizarre parce que c'est traité un peu plus comme un conflit psychologique interne et pas un rapport à Dieu. D'accord. Ouais. On parle très très peu de Ouais. Dieu. On parle très très peu Peu de de Dieu. transcendance, quoi. Ouais, il n'y a pas de transcendance du tout. Et c'est ça en fait qui est, on en parlera plus tard, c'est ça qui est profondément triste, c'est qu'il n'y a pas de rapport à la transcendance. Comme dans tous les survivalismes, il y a la foi, elle est dans ce que toi tu fais. Ouais. Et ce prêtre-là, après, je trouve que c'est assez intéressant, la question générale. Comment continuer à avoir la foi dans un monde où là, c'est même pas qu'il y a le mal, l'horreur, machin, tout, c'est n'importe quoi et ça correspond à aucune catégorie. Et c'est là où ça devient un peu une question, tu vois, ça devient un peu hypothétique. Mais ils auraient pu aller plus loin dans le traitement, dans ce traitement-là, tu vois. Et puis il y a des trucs un peu gros que j'ai trouvé un peu nuls. Tu vois, à un moment donné, l'autre personnage, là, je t'ai dit qu'il gardait un certain caractère moral. Ouais. Il disait, oui, Jésus nous avait parlé de la résurrection, mais je pensais pas que ça serait comme ça. Ah ouais. En parlant des zombies, tu vois, donc D'accord. c'est nul. Ouais, ouais. Donc il y a très très peu Ouais, du de cynisme. rapport à la Ouais. transcendance. Mais du C'est cynisme. très cynique. Ouais. Et en même temps, tu vois, ça pose toutes les questions hyper memento mori de vision biblique du monde, Existentiel, ouais. de l'être humain, de son rapport à la vie, de la moralité, des rapports entre humains aussi. Ouais. Ce que souligne le truc que je t'ai envoyé, là, que je mettrai en lien aussi, Ouais. c'est la question du politique. Comment s'organisent La société, les rapports humains, comment s'organisent les rapports de hiérarchie entre humains Ouais. dans un groupe qui est constitué de personnes qui ne se connaissent pas. Ouais. Et donc ça questionne aussi la cohérence de la communauté et qu'est-ce qui fait qu'on est une communauté. Ouais. Est-ce que c'est juste qu'on survit ensemble et du coup quelles sont les modalités et qu'est-ce qu'on peut espérer de se vivre ensemble si tout ce qui nous unit c'est de ne pas mourir. Ouais. Et donc on voit que très souvent ça se développe. Mm. Et puis il y a plein de trucs qui sont assez intéressants comme c'est quoi les premiers trucs qu'ils font quand ils arrivent à un endroit, tu vois, et ils sont en mode mandat culturel. En fait, ils vont chercher à protéger la vie et à faire fructifier la terre, tu vois. Et en fait, dès que l'étape survie est passée, ils sont tout le temps à la recherche de la vie qui dépasse juste le fait de boire, de respirer. Ouais. Tu vois. Ouais, l'idée manger, c'est de reconstruire une société, d'arriver à plus que survivre, mais de rétablir la société humaine telle qu'on veut la vivre, quoi. C'est ça. Est-ce que toi, tu avais quelques réflexions Oui. Ouais, bon. On est vraiment dans, je trouve, quelque chose qui... Enfin, je rejoins tout ce que tu as dit. Et sur le fait que ça te montre un monde... Moi, je trouve même le traitement, tu vois, d'un point de vue visuel, etc. La pellicule, l'image, tu vois, là, ce côté... je trouve même je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jaune et de gris,
tu sais, dans les images. Et quand tu regardes la forêt, même tu vois la nature, ils se retrouvent en fait très souvent dans la nature, à l'état un petit peu sauvage, parce qu'ils doivent fuir les villes où il y a donc plein de zombies. Mais là, quand tu regardes la nature, elle est elle-même, t'as l'impression grise, tu sais, les feuilles, tout est gris, sale, tu vois, comme s'il y avait une énorme couche de poussière dessus. Et t'as ce côté-là où t'es vraiment dans un monde qui est juste atroce, quoi, qui est ouais, caractérisé par la mort, quoi. Tu vois, c'est cette mort qui est omniprésente, et ce côté répugnant, tu vois, de cette laideur. En fait, voilà, t'es dans l'inverse de beaucoup de films qu'on voit, c'est qu'en fait, les gens sont sales, le monde est laid, tu vois, voilà, t'as vraiment c'est vraiment l'archétype du monde déchu. Oui. Tu vois, c'est Jeunesse 4. Pourriture. Voilà, c'est ça, il y a la corruption, 4. La pourriture. Voilà, t'as l'impression presque de sentir mauvais une fois que t'as vu que t'as vu ça. Donc ouais, c'est ça que je trouve intéressant. Je trouve aussi finalement qu'il y a quelque chose, bon, on part un peu dans tous les sens, et moi j'avoue que j'ai rien préparé du tout, je parle en freestyle, mais j'ai lu un bouquin sur le scientisme, c'est-à-dire cette vision du monde vraiment au travers simplement des sciences dures, et qui veulent même définir l'homme qu'au travers de ça, au niveau de la biologie, par exemple. Et tu te dis, mais finalement, d'un point de vue du scientiste, c'est-à-dire celui qui ne croit qu'on ne peut mesurer la réalité qu'au travers des sciences dures, finalement, la différence entre un zombie et quelqu'un qui ne l'est pas, quelle est-elle? Et ben lui, il va juste te dire, c'est qu'il y a une partie de son cerveau qui fonctionne pas, tu vois. Mais en fait, on voit bien on a affaire en face de nous quand tu vois ces zombies-là, ils ont l'apparence d'humains, mais il reste plus rien de l'humanité en eux, quoi. Et c'est encore, ils ont une apparence qui est vraiment. Oui, et qui est plus le temps passe, plus ils sont détériorés, quoi. Mais ils sont pourris, quoi. Ouais, voilà, puis ils pourrissent. Mais t'as ce côté-là, finalement, être un homme, ce qui fait que t'es un homme, c'est pas juste de la biologie. C'est ça, absolument. Tu vois, et je trouve que ça, on voit bien que, tu vois, ce genre de série montre que je trouve ça qui est intéressant, je reviens à ce que je disais au début sur pourquoi cette fascination, je vais peut-être déjà trop loin et à ma conclusion, c'est le truc auquel je pense depuis que j'ai vu ça, c'est que tu as l'impression que tu vois l'homme, mais en fait où on a complètement retiré l'image de Dieu, quoi, de l'homme créé à l'image de Dieu, et finalement qui est rendu à l'état d'une bête, parce que les zombies, en fait, ils se déplacent et ils survivent, quoi. Ils se déplacent et ils bouffent pour survivre. En gros, c'est ça. C'est ça. Par instinct, ouais. Voilà, par instinct, ils se déplacent et ils mangent. Et ils entendent des bruits. Et finalement, tu as plein d'espèces, c'est exactement la même chose, quoi. Tu vois, je veux dire, tu regardes une mouche ou, je sais pas, un ver de terre, une fourmi, elle se déplace, elle bouffe, quoi. Tu vois. Et encore. Mais voir ça, mais pardon, je finis. Mais voir ça chez l'homme, voir ça chez un humain, ça le déshumanise complètement, tu vois. C'est parce que l'humain, ça c'est juste qu'un des aspects. L'humain est bien plus que ça. Il est aussi politique, il est aussi moral, il est aussi culturel, etc., tu vois. Ouais. Et il y a une différence, tu vois, parce que les zombies, très vite, tu te rends compte qu'ils peuvent pas faire autrement, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que t'es zombie, t'as envie de manger de la chair. Ouais. De boire du sang, c'est comme ça. Et du coup, ce sont des animaux, mais tu vois, ce serait même presque plus un parallèle intéressant de les comparer à des robots, tu vois. Ouais. Des robots, ouais, c'est ça. dans le sens, tu vois, pas de volonté, ouais. tu vois. Ouais. Le truc qui est intéressant, c'est que là, les animaux deviennent des zombies, je me souviens plus. Non. Ok. Non. On voit pas d'animaux qui deviennent des zombies. Ok.
là, après, ce sont les humains encore vivants qui se comportent comme des animaux, tu vois, comme des bêtes. Ouais. Ne répondant qu'à leurs mauvais désirs. C'est ça. Tu vois. Et l'homme dans un contexte hostile, finalement, où tu pourrais t'attendre, je sais pas, moi, tu vois, naturellement, je me souviens quand j'y avais vu, tu te dis, mais le bon sens voudrait dire, tu vois, si on était simplement sur une logique de bon sens, on dirait, on est maintenant autour de nous, ça craint, c'est hyper dangereux. Venez, on s'unit tous, tu vois, on sera plus forts ensemble. Mais en fait, c'est impossible parce que tu as les désirs des uns et des autres, le pouvoir, les avis qui sont contraires, et l'orgueil, etc. Et la méchanceté de l'homme qui fait que finalement, ouais, comme tu disais, finalement, les hommes entre eux sont encore plus dangereux que les zombies, quoi. Et là, tu vois, je fais quelques petites captures d'écran là que. Je te partage quelques citations avant de passer peut-être à la deuxième question. Un gars à un moment donné il dit c'est un cauchemar et les cauchemars ont une fin. Et ça pose la question, tu vois, qu'est-ce qui mettra fin à ce cauchemar là? Et on se rend compte tout le long qu'il n'y a qu'une chose qui met fin à leur cauchemar, c'est la mort. Et dans une perspective Memento Mori, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est assez intéressant. Et je viens de retrouver la seule mention de transcendance, et c'est assez intéressant, c'est par rapport à l'art. On voit un gars, à un moment donné, dans une saison, qui a récupéré un tableau de maître, et qu'il a dans son bureau, posé sur des chaises parce que ça sert à rien de le mettre sur le mur maintenant. Et il dit l'art ça n'a rien à voir avec la survie, l'art ça a à voir avec la transcendance, être plus que des animaux, s'élever, tu vois. La seule mention de la transcendance dans la série pour l'instant c'est par rapport à l'art, quoi. Donc c'est encore une fois l'humain qui s'élève par la culture ou par la création. Et puis il y a aussi des échos, ça va nous aider dans la deuxième partie, des échos un peu de l'Éden perdu, où les gens se rendent compte qu'ils retrouvent des choses qu'ils avaient perdues. Et là tu vois un couple où la fille elle dit c'est juste super bien d'avoir ça parce que ce n'est pas ce que c'était. Et c'est tout ce que ce sera. Elle a retrouvé quelque chose qu'elle avait perdu et ça va la tenir, tu vois. Et là, elle parle de l'amour qu'il y a dans ce couple-là, quoi. D'accord. Et une autre femme, la plus cynique peut-être de la série, elle s'appelle Carole. Elle dit « Je ne sais pas si je crois en Dieu ou pas. Mais je crois au diable. Ou au paradis. Mais si je vais en enfer... t'inquiète pas que je vais m'assurer que je tiens aussi longtemps que je peux. » D'accord. Et peut-être la phrase la plus Memento Mori, et je termine avec ça. Un gars qui dit, dans une autre saison encore, un gars qui dit à une fille, comment tu peux juste vivre en sachant ce qu'est devenu le monde? Et elle dit, sois juste certain que tu as quelque chose qui vaut la peine de mourir pour laquelle il vaut la peine de mourir. Ouais, excellent. Quelque chose qui dépasse c'est ça. l'état juste du monde, quoi. Ouais. Excellent. Il y a une autre citation que tu as oubliée qui est intéressante. À un moment, tu as un zombie qui dit c'est saison 4, épisode 2. Ouais, attends, mais toi, t'as la VF? Oui, c'est la VF. Ouais, parce qu'en VO, c'est... Voilà. Excellent. Ouais, tu vois, et je trouve que je trouve que la VO apporte vraiment quelque chose. Hein. Je trouve que la VO apporte... Ça donne de la texture, hein, tu vois. C'est ça. D'ailleurs, comment on appelle ça? Ils font... Non, on appelle pas... C'est pas aboyer. Un grognement, je sais pas. Ouais, c'est pas un grognement, c'est encore autre chose. Un râle. Un râle. Un râle morbide. Funeste râle.
Ok, et ben écoute, alors bon, on l'a pas dit, mais en fait, on suit quelque peu, plus ou moins notre grille d'analyse. De très loin. Que vous aurez en lien. On a pris du temps pour essayer de comprendre un petit peu cet univers et ce qu'il nous dit. Et maintenant, si on allait plus loin, c'est-à-dire on va essayer de confronter, voir un petit peu quels sont les points de contact. En gros, qu'est-ce que ça nous rappelle dans l'histoire, dans la grande histoire, dans l'histoire de la rédemption, hein, quels sont les échos un petit peu de l'Éden, de la chute, de la rédemption qu'on trouve et de la gloire à venir qu'on trouve dans The Walking Dead, et quels sont les points de contraste, en fait, les éléments en fait, qui sont en contradiction ou qui contredisent ce que la vision du monde, elle, propose. Alors, peut-être on va commencer par l'Éden. Qu'est-ce qu'on voit de l'Éden? Qu'est-ce qui reste de l'Éden dans ce Walking Dead? C'est-à-dire, bonne chance. Ouais, et en même temps, ce qui reste de l'Éden, souvent, ce sont des... Il y a certains endroits qui sont comme des havres de paix, tu vois. Comme des refuges où le repos est possible. Ça, tu ne le mettrais pas dans la rédemption? La recherche du salut un peu, tu vois. Ouais, alors, là, c'est plutôt un retour à l'Éden. Parce que c'est-à-dire que c'est un peu les deux. Ouais, hein, ouais. Mais là, c'est pas tant qu'ils règlent le problème, c'est qu'au milieu du problème, ils sont dans un enclos où ils peuvent retrouver ce qu'ils avaient. Ouais. Donc tu vois, c'est pas genre... C'est marrant dans le documentaire quand il dit il trouve un endroit pour être en sécurité dans ce nouveau monde, c'est une prison. Ouais. En fait, il se protège dans la prison, alors que dans l'ancien monde, toute la dimension politique, la prison, c'est l'inverse, quoi. Et dans la prison, parce qu'il est protégé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un potager. Il fait un potager. Ouais. Et il y a ce truc-là de survie. De survie, mais pas que, tu vois. Le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va développer la culture, la culture de la terre, pour qu'elle produise des fruits. Et donc, tout n'est pas mort. La nature produit encore des choses bonnes. C'est la puissance de la vie. C'est ça. C'est la puissance biotique. Voilà. Donc ça rappelle l'Éden. J'ai dit aussi le rapport au mandat culturel que je viens de souligner, qui est de faire fructifier la terre et de faire plus que survivre. C'est de développer une vie agréable, aussi ensemble pour la communauté. Ça, c'est assez fort. La communauté, on se rend compte que c'est pas juste un moyen de survie, c'est pas juste un moyen pour une fin. C'est aussi que sans la communauté, la vie, c'est pas la vie, quoi. Ouais. Et on le voit aussi, ça c'est un gros contraste avec les zombies, c'est qu'ils se déplacent toujours en horde, mais ils sont pas conscients les uns des autres, tu vois. Et c'est pas parce qu'ils sont beaucoup que c'est une communauté. Exactement, ouais. Ça me rappelle quand j'étais à Washington, là, que j'ai eu un jour de tourisme. Oh là là. J'étais seul. Ça, tu vas aussi nous le sortir. Oui, à Washington. Tu vas y goûter, mon gars. J'ai fait ma journée de tourisme seul. Ouais. Parce que je suis arrivé juste un jour avant le truc. Et en fait, c'était hyper frustrant de pas avoir Marion pour être avec elle, tu vois. Ouais. Et j'étais tout seul. Et je kiffais les trucs, mais tout seul, tu vois. Et au bout d'un moment, tu deviens mélancolique, quoi. Tu te dis, c'est cool, mais bon, je suis tout seul, tu vois. Enfin bref, voilà, c'était juste pour caler que j'étais allé à Washington. C'est ce que j'appelle l'expérience partagée, moi. C'est ça. C'est ce que te dira ta femme quand elle changera les couches, elle dira bien partager l'expérience. Ça va, ça je partage pour l'instant sans trop de problèmes. On verra plus tard, quand il mangera de la viande. C'est ça. Mais c'est comme un Five Guys, tu vois. Tout seul, c'est bon. À deux, c'est meilleur. Bah ouais, c'est ça, exactement. Bah oui. Ouais, oui, c'est ça. Comme le barbecue. Bah oui. C'est comme le cigare. C'est ça. D'ailleurs, je me suis fait un barbecue à Washington. Ah ouais? Ah ouais, un barbecue brésilien. Il y a un gars du Brésil qui avait acheté une viande. Est-ce qu'il t'a fait de la picanha?
Et non, il a fait que au gros sel. Mais c'est quoi comme partie? Je sais pas, c'était de la viande. Et c'est pas la picanha? Non, c'était pas ça, faudrait que je lui demande. Dommage. Alexandre, un Brésilien du Québec. Alexandre, un Brésilien du Québec, Oui, alors ça? exactement. Le mec s'appelle Alexandre, il vit au Québec mais il est brésilien. Ouais, c'est ça. Alors je sais pas s'il a québécisé son prénom. Mais enfin bref. Du coup... Attends, du coup il a quoi comme accent? Eh ben, il avait un accent québécois. Ah bon? Ouais, et d'ailleurs, tous mes potes québécois, parce qu'il y en avait plusieurs là-bas, quand t'as un Québécois l'anglais avec l'accent français, tu te tapes des barres. Et l'anglais avec l'accent québécois, c'est pas mal aussi, franchement. Ah bon? Ah ouais. Mais souvent les Québécois ils parlent super bien anglais. Eh ben, écoute, pas tous. Pas tous. Et heureusement, parce que du coup, c'est drôle. Et tu te sens moins seul. Alors, l'autre point qui est par contre énorme, c'est qu'est-ce que ça rappelle de la chute, The Walking Dead, et là c'est massif quoi. Ah bah là on est comme tu l'as dit, hein, là, c'est Jeunesse 4. La pourriture Jeunesse à l'état 4 à pur 11 quoi. Ouais, c'est ça, c'est la mort qui est entrée dans le monde et qui s'étend comme... qui contamine tout. C'est ça. Et un truc qu'on apprend aussi, gros spoil, mais bon, depuis tout à l'heure, je spoil, donc voilà. Un des trucs qu'on apprend assez vite dans la saison, c'est qu'en fait, ce virus, entre guillemets, tout le monde est infecté. Tout le monde est infecté. Et donc, dès que tu meurs, tu tournes, enfin, tu te transformes. C'est ça. Alors, ça c'est très fort parce que tant que t'as pas ça, t'as un espoir d'une vie normale, finalement. C'est ça. C'est-à-dire si tu meurs pas bouffé, enfin si tu te fais pas mordre, tu meurs d'une mort naturelle et en gros voilà quoi. Sauf que là, même si tu vis, tu réussis à en échapper toute ta vie, le jour où tu meurs, s'il y a personne pour te retuer, ben tu restes un zombie. Ça rajoute vraiment au drama. C'est dingue quoi. Je trouve que c'est bien trouvé. C'est bien trouvé dans le scénario parce que ça enlève tout espoir. Vraiment aucun espoir. Et finalement, c'est au-delà de la chute, tu vois. C'est là où on a un point de rupture, c'est que dans la vision biblique du monde, même le monde déchu a l'espoir de la rédemption que finalement t'as pas dans The Walking Dead, toi. Ouais. Qu'est-ce que ça nous rappelle de la rédemption ? On a déjà dit certains trucs. Alors attends, qu'est-ce que ça nous rappelle la chute aussi ? Ça nous rappelle les... En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'à un moment donné aussi, on voit une réflexion et il y a quelqu'un qui se demande mais comment ça se fait que c'est parti autant en latte ? Et la réponse, il va pas la donner par rapport à la contamination zombie, entre guillemets, mais par rapport au fait que après cet événement-là, les humains ont laissé parler leur côté sombre, leurs instincts les plus mauvais. Ils sont partis faire du tourisme. C'est ça. en all inclusive. Et il dit un truc genre Human nature has kicked in, genre la nature humaine est remontée, ou, tu vois. Et en fait, on voit que c'est l'homme qui est mauvais. C'est pas juste le monde qui est pourri, c'est l'homme qui est mauvais. Ouais. Et ça, c'est hyper fort. Ouais. Et ça, c'est hyper fort dans deux sens. C'est que même si les limites sont floues et que ils sont assez présentés sous un jour favorable à notre équipe, par rapport aux bandes rivales qui sont souvent beaucoup plus violentes ou avec une morale beaucoup plus basse. Et ben quand même, à travers chaque personnage, il y a une espèce de combat intérieur où on voit aussi le cheminement et on voit que chacun est mauvais, quoi. Même ceux qui nous apparaissent les plus moraux, les plus vertueux, ils sont mauvais, quoi. Ouais. Et on se rend compte qu'il suffit de peu pour qu'ils franchissent des lignes qui nous aient plus franchir. Et notamment, une des grandes lignes, c'est le meurtre. C'est-à-dire que pendant longtemps,
le meurtre, ils se refusaient à tuer d'autres vivants, tuer des zombies, pas de problème. On a vu que jusqu'à un certain moment, il y avait une question, est-ce que c'est ok de tuer des zombies pour certains? Et à partir d'un moment, est-ce que c'est ok de tuer des humains? Et une fois qu'ils ont commencé, c'est mort. Ouais. Pas de retour en arrière. C'est l'escalade, quoi. C'est l'escalade, et là on voit les effets de la chute sur les humains qui tordent les relations et qui surtout replient sur soi. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est moi, ma survie, etc. quoi. Ouais. Et là, on est le plus fort, le plus malin, le plus fourbe survie, quoi. Ouais. Donc on a vraiment une vision. On verra ça dans le Ce que je trouve intéressant, c'est que si l'homme n'est pas changé, même si ça fait un espèce de reboot, tu vois, le fait de cet apocalypse, tu vois, tu as l'impression que tu repars à zéro au niveau de la société, où tu repars, t'es plus dans le confort, mais tu repars sur un mode un peu survie. Et que même là, tu vois, tu dis finalement, ça pourrait être une opportunité de trouver un endroit sûr et de reconstruire une société, et de se dire, on part sur des meilleures bases que la société précédente à laquelle on appartenait, mais qu'en fait, c'est pas possible parce que l'homme est le même, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, exactement. L'homme reste tant que la nature de l'homme change pas, l'homme reste mauvais. C'est ça. Ok. Et puis, on voit aussi des points de contact. Malgré la chute, entre guillemets, les obstacles, les hommes ont toujours les mêmes besoins. Besoin d'amour, besoin de se développer, comme on l'a dit, besoin des autres, besoin d'être utile. Ouais, Raph, tu veux dire? Non, je dis, c'est pas Jennifer qui dit qu'elle a besoin d'amour? Si, tous les jours. Ah, ok. Jours. Ok, ça me rassure. Attends. Voilà. Merci. Voilà. Ça fait du bien. Un petit extrait. Voilà. Donc, on avance. Donc voilà, dernière partie, c'est ça? Dernière partie, ouais. Dernière partie. Où, on n'a pas parlé des points de contraste avec la vision du monde. Alors les points de contraste, ils sont nombreux, mais je pense que le plus intéressant dans notre schéma, et puis pour Walking Dead, une fois qu'on a vu les différents points qui font la série, les grandes questions de la série, qu'est-ce que c'est être humain, qu'est-ce que c'est la vie humaine, qu'est-ce que c'est la moralité, qu'est-ce que c'est la transcendance, parce que il y a un grand silence, mais en creux il y a quand même des indices. Et c'est dans ces questions-là qu'on va chercher les points de contact et les points de contraste. Tu vois, même dans l'absence, prenons l'absence de transcendance, prenons la question de la transcendance. Il n'y a pas une absence totale de transcendance, on l'a dit, il y a 2 ou 3 personnages qui parlent de transcendance. Quelques fois, et encore une fois, pour moi, c'est une transcendance naturaliste. C'est-à-dire que la transcendance, elle est très souvent abordée, mais en fait, elle est abordée dans l'angle où c'est s'élever au-dessus de la survie. Et la vie normale devient transcendante. C'est-à-dire, avoir plus que de la nourriture pour chien à manger, ça devient quelque chose qui transcende le quotidien. Et tu vois, la transcendance, elle est abordée sur ce point-là. C'est-à-dire que quand on est réduit à vivre comme des bêtes, l'expérience de la transcendance se fait par le matériel. Ou philosophique. Genre rester humaniste et donc vivre pour des idéaux moraux ou des choses comme ça. Excellent. Dans un monde qui est absolument qui est devenu un monde simplement de la survie, quoi. Aller au-delà de la survie. Un des personnages, il s'appelle Morgan, qui est assez intéressant. Est-ce que c'est un homme libre? Morgan? Ouais. Il est libre maintenant, ouais. D'accord. C'est le Freeman. Vas-y, continue. Continue. Non, mais je laissais un peu le temps pour l'intro du Freeman avec le son de sabre, là.
Ah, ouais, ok. Le tchouing. Appelez la garde. Ce mec-là, il va rencontrer un autre gars c'est comme s'il lui enseignait un peu la voix, tu vois. Et il va lui apprendre l'aïkido. D'ailleurs, il donne un sens tout pété à l'aïkido, ça veut pas dire ça, tu vois, mais lui il dit ça veut dire ne pas tuer. Et puis, il part le gars qui l'a accueilli part du principe que personne n'est trop loin pour revenir, tu vois. Et c'est un gars qui travaille avec des tueurs en série, blablabla. Ok. Et ce gars va lui apprendre que toute vie humaine est précieuse. Toute vie humaine compte. Et à partir de ce moment-là, il va le convertir, entre guillemets, et l'autre va se résigner à ne plus tuer. Et ça pose la question, comment on peut vivre un idéal moral élevé dans un monde comme ça, quoi. Ouais. Tout pété, tu vois. Et puis, il va aborder la question de la transcendance par la philosophie des arts martiaux, entre guillemets, tu vois. Une certaine maîtrise de soi, un certain idéal par lequel il va vivre, il va traiter les autres, etc. Donc, si tu veux, la transcendance, elle est abordée d'autres manières. Et c'est là où on va... nous, on va pouvoir distinguer les points de contact, soulever que la vie sans transcendance est impossible, mais qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui est pas réaliste pour moi dans le film, c'est l'absence de religion. Ouais. Tu vois, il y a très très peu pour l'instant de référence à la religion ou de superstition. Et pour moi, ça, c'est pas du tout réaliste. Tu vois. Ouais, même tu pourrais avoir une... Ouais, en plus, ils pourraient s'en servir d'un truc comme ça comme levier pour pourrir la religion, tu vois. Ou alors, ils le font vite fait ici et là. Tu vois. Je trouve que dans les points de contraste avec la vision biblique du monde, c'est que, on y reviendra peut-être après, c'est que malgré l'horreur du monde tel qu'il est présenté dans The Walking Dead, la réalité biblique est encore, elle, plus grave que celle de Walking Dead quant à l'état de l'homme et de sa condition sans Dieu. Mais en même temps, dans The Walking Dead, finalement, la rédemption et la gloire à venir, enfin, t'as aucune... tu connais mieux que moi, mais de ce que j'en comprends, il n'y a aucune porte, t'as aucun espoir. Soit ils vont arriver à survivre de saison en saison et à toujours survivre jusqu'à ce qu'ils meurent et qu'ils se transforment en zombies, soit ils meurent rapidement et ils se transforment en zombies, quoi. Tu vois, finalement, il n'y a aucun espoir d'en réchapper, sauf si, en fait, ils te font une fin à la Lost ou un truc où, en fait, c'est un mauvais rêve, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ça. Et c'est ce qu'il dit, tu vois, quand il dit c'est un cauchemar et les cauchemars ont une fin. Bah non. Et quand on parle de perdition éternelle, quand on parle de peines éternelles, c'est un cauchemar sans fin. Et même cette image de la tourmente et de l'angoisse, elle est utilisée. Hein. Les cris, les grincements de dents, c'est ça. Et là, on va rebondir sur, encore une fois, comment est présenté l'être humain. Et nous, on va présenter la vision biblique du monde sur... C'est quoi l'humanité, c'est quoi la vie aussi. Et la vie, justement, qu'est-ce que ça veut dire vivre? C'est pas juste s'épanouir, c'est pas juste être dans le monde, c'est être avec Dieu. Et finalement, je te propose qu'on passe sur la troisième partie, sur comment on communique avec ça, avec The Walking Dead, et comment on peut discuter sur ce support-là. Qu'est-ce qui nous attire ? Qu'est-ce qui attire à regarder encore The Walking Dead ? Tu vois, qu'est-ce qui fait que ça accroche alors que tu es dans un truc où tout est laid, tu vois des mecs se faire bouffer, qu'est-ce qui fait que tu en redemandes ? Ouais, je pense qu'il y a un attrait primaire un peu pour le survival en général. Ouais, c'est ce que je dirais aussi. C'est ça plus que le zombie. Le côté aventure, ça reste une aventure, quoi. C'est ça. Ouais. Le côté zombie, franchement,
tu t'y fais assez vite. Tu vois, au bout d'un moment, toi, tu regardes. Enfin, moi, je regarde. Je dis, lui, il est pas très bien maquillé, tu vois. Ouais. Après, il y a des trucs marrants, même. Enfin, il y a des trucs qui sont pas du tout marrants, tu vois. Mais Ouais. franchement, les trucs qui font peur, encore une fois, c'est pas les zombies, c'est les êtres humains et ce qu'ils font. Ouais. Mais je pense qu'il y a un truc fondamental de la survie et de dire comment on vit quand on n'a rien, tu vois. Comment on vit quand. Ouais, c'est ça. Et il y a un truc où, pour les générations, en fait, ça fait rire personne la survie quand tu l'as vécu, tu vois. Ouais. Pour les générations qui ont connu la guerre ou l'extrême pauvreté, la survie, c'est pas intéressant, tu vois. Et il y a un truc où on comble, un truc qu'on n'a pas manqué, c'est le manque, tu vois. Le manque et la privation. Ouais. Et je pense qu'il y a ce truc-là dans la survie Ouais. à un moment donné. Et le côté de se sentir vivant. C'est ça. Ce côté, t'es en danger, donc t'apprécies intensément tout. Moi, je pense qu'il y a un autre côté, je dirais, c'est le côté fight. Je sais pas, tu vois, où en plus c'est facile. Tu vois, ils sont en mode, ils vont à 2 à l'heure, c'est dangereux, mais en même temps, et tu peux t'enchaîner des combos d'un zombie à l'autre. Il y a un côté, je pense quand même, ils doivent se taper des kiffs, les mecs. C'est ça. Après, il y a, suivant les films et tout, il y a des zombies deux fois qui courent vite. Ouais, non, mais je te parle de The Walking Dead, tu vois. The Walking Dead, ouais. La meuf au katana. Après, il y a des fois des espèces de vagues de zombies qui sont flippantes. Au katana. Oui, la femme avec le katana, c'est pas mal. Ah là, franchement, katana et M16 sur le dos, gros kiff. Bon, ouais, il y a un côté bourrin, quoi. Ouais, il y a un côté bourrin, oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a quand même pas mal de scènes de combat et on aime les scènes de combat, quoi. C'est ça. Ouais. Comment. Ouais, enfin. Moi, tu vois, sur The Walking Dead, ce que je trouve, c'est que justement, effectivement, toute la dimension spirituelle, transcendantale est absente. Moi, ce que je trouve, et ce que je disais déjà tout à l'heure sur la question de la vision biblique du monde, qui finalement nous révèle quelque chose qui est encore pire que de The Walking Dead, c'est sur la dimension de notre état spirituel devant Dieu, de notre condition d'humanité déchue. C'est que on est des morts vivants d'une certaine manière. C'est que on est morts spirituellement devant Dieu. Et c'est bien sûr Éphésiens chapitre 2. C'est qu'on est mort, on est esclave, on est otage de notre monde, de sa condition, etc. Et finalement, ce que l'on voit, cette réalité cinématographique qui est finalement une illustration d'une réalité spirituelle de notre état devant Dieu, c'est qu'à cause de notre péché, on est complètement non seulement aliéné, mais également rendu à la servitude d'un état d'une mort spirituelle, et qu'on a finalement définitivement besoin de ce miracle, de la grâce de Dieu et de la nouvelle naissance, et on a besoin que Dieu nous transforme, nous rachète. Et que dans la même finalement, qu'on est dans un monde en dehors d'une vision biblique du monde. Finalement, Walking Dead dit quelque chose d'assez vrai, c'est qu'il n'y a pas d'espoir, quoi. Exactement. Tu vois, et que t'as beau creuser, finalement, où est l'espoir, tu mets des sparadraps dessus et tu t'en contentes, tu vois, sur ton désespoir, tu mets des sparadraps dessus et tu t'évites de le regarder. Mais finalement, l'humanité sans Dieu, on est dans un monde qui est The Walking Dead. Et moi, je l'avais utilisé, The Walking Dead, dans une prédication à un camp de jeunes. À l'époque, ça venait de sortir. Vraiment, on en parlait beaucoup à fond. Et j'avais fait, donc, sur The Walking Dead, j'avais fait la description, tu sais, dans Éphésiens, versets 1 à 4, où en fait, j'avais dit, j'avais appelé ça The Walking Dead, quoi. Et 1 à 3. 1 à 3, ouais, voilà. Oui. Et t'as entamé un thème aussi qui me semble assez important, c'est celui de l'espérance, justement.
Déjà, qu'est-ce qu'il y a à espérer de cette vie? Et qu'est-ce que c'est vivre aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il y a à espérer après? Et comme tu disais, c'est quoi leur seul espoir dans un monde qui est complètement perdu, tordu, pourri, où tout le monde veut te buter, où tu dors jamais que sur une oreille, etc. Et ensuite, et après, tu vois. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Et est-ce qu'on espère juste que ça s'améliore dans cette vie-là? Et en fait, toute la série, c'est qu'ils attendent d'être à un endroit qui sera suffisamment sûr pour pouvoir retourner à leur vie d'avant, ou un semblant, quoi, un truc qui se rapproche le plus. Et qui reste très précaire. Ils vont jamais retrouver ça. Et c'est un peu comme tu disais, l'image de l'humanité déchue. C'est qu'elle retrouvera jamais l'Éden et que son seul espoir, c'est quelque chose qui vienne régler le problème. Et du coup, c'est quoi l'espérance là-dedans, en sachant qu'on aura toujours des ersatz d'Éden, que ce sera passager, et qu'à la fin on meurt. C'est ça. Purée. Ouais, et finalement, on est là où on prend ça pour une fiction, on est dans un monde qui est beaucoup plus proche. Quand on n'ignore pas la dimension transcendantale qui comporte la vraie vision du monde, qui est présente dans la vraie vision du monde, finalement, si tu intègres la dimension transcendantale, on est assez proche de The Walking Dead. Ouais, absolument. Et effectivement, quand tu l'enlèves, tu as l'impression que oui, il y a quelque chose qui est terrible. Je pense, est-ce qu'on n'a pas une piste de réponse à pourquoi est-ce qu'il y a une si grande absence du transcendantal? Est-ce que s'il y avait justement une dimension transcendantale vraiment spirituelle, tu vois, religieuse, d'un après, finalement ça perdrait le ressort dramatique ne serait pas si fort sur le fait qu'il n'y a pas d'espoir et que tu es vraiment dans la survie et l'instant présent, quoi. Donc il n'y a que ça finalement. Ouais. Écoute, j'en ai aucune idée, hein. Tu vois, je balance ça comme ça en ayant regardé qu'une saison. C'est vrai que c'est assez dommage, c'est un peu caricatural là, cette image du prêtre qui finit petit à petit à abandonner ce à quoi il croit, parce que lui-même s'est réduit à faire l'impensable, tu vois. Peut-être c'est juste un problème d'écriture, mais en tout cas ça pose la question tout au long du truc, c'est comment tu peux continuer à croire que Dieu existe dans ce monde-là. Ouais. Parce que là, on est dans la déchéance totale, un truc de malade, c'est-à-dire il y a plus de traces de bonté, c'est-à-dire tout le monde est tourné tout le monde s'est transformé en zombie, et les humains qui restent, ils veulent tous te buter, et c'est la misère partout. Et qui veulent te buter, les autres te bouffer. Sérieux, c'est ça. Et où est Dieu là-dedans, tu vois? Ouais. Et ça pose la question d'une théodicée. Et encore une fois, c'est hypothétique, mais je trouve que ça crée la question où est Dieu au milieu du mal, de manière beaucoup plus pressante et beaucoup plus forte, parce qu'encore une fois, c'est une image de la corruption qui est beaucoup plus forte et grande. Et comme tu le disais, peut-être que ça nous aide à voir le monde plus tel qu'il est, corrompu. Peut-être qu'on idéalise souvent. Tout à fait. Excellent. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Je m'en fiche. Non. Pas ça. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas de... Et comme ça, on vous offre un... Voilà. Allez, Raph. Allez, Matt. Tout à fait. Aussi. Non, ça va être super lourd. Allez, ciao, Matt. À la semaine prochaine. On parle de quoi la semaine prochaine? Oui, à la semaine prochaine. D'accord. Allez, à la semaine prochaine.